Qui finance les experts indépendants de l'ONU ? Quelles sont les ressources de ces personnes qui font des rapports pour défendre les droits de l'homme dans le monde ? Ce sont les questions que le CLJ s'est posées et auxquelles il répond dans un rapport qui vient de paraître. Et nous avons découvert que certains experts reçoivent beaucoup d'argent de fondations privées, ce qui met gravement en cause leur statut d'expert indépendant. Alors nous allons vous expliquer tout cela ce soir avec les auteurs de ce rapport, Grégoire Pupinck, directeur de l'ECLJ, et Louis-Marie Bonneau, chargé de recherche à l'ECLJ. Bonsoir. Alors chers auditeurs, vous avez certainement déjà entendu parler ou lu dans la presse que des experts de l'ONU préconisent une chose à un pays ou encore d'un rapport de l'ONU qui demande à la France de prendre des mesures pour les minorités, pour les immigrés, pour les droits des femmes, etc. Et alors derrière ces recommandations ou déclarations que la presse relaye, il y a des experts ou des comités de l'ONU. Alors ce sont des personnes qui sont nommées en principe par les États pour un mandat dans le cadre de l'ONU. Et donc l'ONU paye ses experts avec le budget général de l'ONU qui est versé par les États. Ça, c'est le principe. Mais une des principales révélations donc, de ce rapport, Grégoire Pupinck, c'est qu'en fait ce budget ne suffirait pas vraiment à financer toutes les activités des experts, et donc ils ont recours à des ressources extérieures. Alors est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que les experts indépendants reçoivent de l'argent de fondations privées ? Oui, c'est exact. C'est effectivement ce qui ressort de façon manifeste de cette enquête. C'est un fait qui était méconnu, en fait, totalement inconnu du grand public. Donc ces experts, ce sont des personnalités nommées par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui siège à Genève, qui sont en charge de promouvoir, superviser, contrôler le respect d'un certain nombre de droits de l'homme spécifiques. Il y a un expert par exemple sur le droit à l'éducation, le droit à la liberté d'expression, association, liberté religieuse, etc. Et donc chaque expert dispose d'un budget officiel des Nations Unies pour accomplir sa mission, mais afin de garantir son indépendance, il est bénévole. Donc il doit avoir une autre profession, il doit être généralement enseignant, universitaire, ou même certains sont d'ailleurs retraités, et pour mener leur action de façon totalement indépendante. Or, nous avons voulu étudier le fonctionnement de ces procédures spéciales avec lesquelles le CLJ travaille depuis de nombreuses années, depuis 2007, avec intérêt et beaucoup aussi de fruits. Nous avons voulu étudier ce fonctionnement, en particulier après le précédent rapport de l'ECLJ sur les ONG et la CEDH, pour voir donc quelle est vraiment la mesure du bon fonctionnement de cette institution. Et il est apparu d'abord qu'il y a une grande opacité et puis imprécision, fouillis dans tous les aspects financiers. Une proportion importante des experts est financée en plus du budget de l'ONU, de façon extérieure aux Nations Unies, ce qui est problématique depuis de nombreuses années. Déjà, les Nations Unies ou les commissaires aux comptes des Nations Unies ont sonné la sonnette d'alarme depuis quelques années, mais rien n'y fait. Les experts, un certain nombre d'experts estiment que leur indépendance les autorise à collecter de l'argent, mais ça peut être généralement des centaines de milliers de dollars, auprès de bailleurs de fonds privés, en particulier l'Open Society et la Fondation Ford. Parce que c'est comme ça que, fondamentalement, la recherche a été faite pour ce rapport, c'est que vous avez étudié les déclarations officielles financières de l'ONU. Puisque donc l'ONU déclare le budget, elle déclare combien elle donne à chaque expert, c'est bien ça. Et les experts sont eux-mêmes tenus, en principe, de déclarer l'argent qu'ils recevraient en plus. Alors c'est quand même une nouveauté depuis uniquement 2015. Et les experts, sous la pression des Nations Unies, ont fini par accepter de déclarer l'argent qu'ils reçoivent en dehors des Nations Unies. C'est de l'argent reçu en dehors et dépensé en dehors des Nations Unies. Ça passe pas par la banque. Ça passe pas du tout par les Nations Unies. Ils se débrouillent. Certains font transiter l'argent par leur ONG, d'autres par des tierces personnes, d'autres, on ne sait pas. Peut-être on ne peut pas exclure qu'ils l'aient reçu directement sur leur compte. Et d'autres passent par des structures ad hoc créées en général avec l'ONG ou avec l'université. Donc c'est effectivement une pratique qui est sauvage, on peut dire, hors de tout contrôle. En 2015, les experts, à la majorité, ont décidé de publier ces financements opaques.
car ils sont opaques. Mais force est de constater que, après analyse très détaillée par M. Bonneau, force est de constater que ces déclarations sont très incomplètes, incohérentes. Par exemple, des déclarations qui n'indiquent pas le montant du don. Oui. Des déclarations qui n'indiquent pas le nom du donateur, et de très nombreuses déclarations qui n'indiquent pas non plus l'objet du don. Donc ça, c'est un aspect sur l'opacité de l'origine des dons. Un autre aspect, bien sûr, très important, sont les conséquences de ce financement massif. Certains experts reçoivent, on va dire, des millions de dollars. Donc c'est bien sûr la question de l'indépendance de l'expert, de son intégrité. Est-ce qu'un expert qui reçoit des centaines de milliers de dollars d'une même fondation ou d'un même État peut vraiment prétendre agir avec indépendance à l'égard de ce donateur, surtout lorsque son action, finalement, il devient dépendant de ce financement. C'est un petit peu ce que vous dites dans le rapport. Donc là, on a vu que les experts mettent qu'ils reçoivent 5 000, 10 000, 100 000, 200 000 dollars de... Alors parfois ils citent l'ONG, ils citent l'université, parfois non. Parfois le don est donc pas précis, oui, c'est le montant. Et... Donc il y a déjà ça qui n'est pas clair. Et donc ensuite, selon vous, le risque alors, c'est l'atteinte à l'indépendance. Pourquoi ce serait un problème En fait, d'abord, la fonction d'expert, de rapporteur spécial auprès des Nations Unies, c'est une fonction officielle des Nations Unies qui devrait, à mon point de vue, être financée uniquement sur de l'argent public et pas sur de l'argent privé. Ensuite, si l'argent privé rentre dans le système, ce qui est de mon point de vue inacceptable, on ne peut pas imaginer qu'un juge de la CEDH se fasse payer son salaire en plus ou ses frais par une fondation. Voilà, ces personnes ont des fonctions quasi juridictionnelles. Donc on ne peut pas comprendre que leurs frais soient largement, et leurs actions, et parfois même la structure qui les emploie, soient largement financés par une fondation privée. Voilà, on parle quand même de centaines de milliers de dollars, parfois de millions. Donc ça, c'est problématique. Ensuite, deuxième problème, c'est que ces financements sont opaques. Ils ont une incidence sur l'orientation politique ou l'action des rapporteurs. Nous avons interrogé quand même 28 experts des Nations Unies qui ont accepté de répondre à nos questions, et la plupart d'entre eux reconnaissent parfaitement que ces financements directs non seulement sont opaques, mais mettent en cause l'indépendance des experts. Certains d'entre eux disent la formule, c'est celui qui paye qui choisit la musique. Ça veut dire que, en pratique, une fondation vient voir un expert et lui dit « Écoutez, voilà, nous serions intéressés à ce que vous traitiez de tel sujet. Si vous le faites, on est prêt à vous soutenir. On vous donnera 100, 200, 300 000 dollars. » C'est tentant. Voilà. Et dans ce cas-là, non seulement vous aurez un sujet, mais vous aurez les moyens de faire cette recherche. On vous soutiendra médiatiquement, on vous donnera du personnel, on vous paiera la publicité, la communication, etc. Et donc vous aurez du succès. Et voilà le fonctionnement. Et ensuite, ce document qui est produit par l'expert des Nations Unies est présenté aux Nations Unies, il est publié par les Nations Unies sous le logo des Nations Unies, alors qu'en fait, il a été commandité et payé par une fondation privée, la fondation Ford ou la fondation Open Society en particulier. Et personne ne sait à la fin que ces documents sont le produit d'une opération initié par une fondation privée. Le document final, eh bien, rien n'indique sur ce document qu'il a été financé par une fondation privée. Rien n'indique non plus, parfois, dans le document des Nations Unies, que tel ou tel expert est entièrement financé par telle ou telle fondation. Donc c'est un jeu de dupes, encore une fois, et il s'agissait de l'exposer publiquement pour le bien du système, afin que les Nations Unies, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies applique les règles de façon éthique et financière de façon plus rigoureuse, et plus encore pour que les gouvernements et les Nations Unies donnent un budget suffisant aux experts pour qu'ils puissent fonctionner avec un budget qui soit institutionnel, qui soit neutre et qui soit transparent. Alors justement, en réaction à ce que vous venez de dire, là, Louis-Marie Bonneau, vous avez fait beaucoup de recherches. Est-ce que vous pourriez donner aux auditeurs deux exemples concrets d'un rapporteur sollicité par une ONG ? Oui, je vais vous donner deux exemples. Alors, je vais commencer avec le rapporteur spécial sur la torture, Juan Mendes, qui était rapporteur spécial entre 2010 et 2016, et qui a reçu en 2015 15 000 dollars, premièrement, de la Ford Foundation pour une consultation d'experts sur le thème genre et torture, puis une deuxième donation de la même fondation Ford de 75 000 dollars
pour rédiger le rapport. Donc, en 2015, il a reçu 90 000 $ de cette fondation pour la rédaction du rapport qui sera publié sous le timbre de l'ONU cette même année, qui n'indique pas les financements. D'autant plus que cette même année, il a déclaré également 200 000 $ de la fondation Open Society pour son centre de recherche universitaire pour travailler à ces différents... sur ce même sujet, ces différents travaux de rapporteur spécial. Donc, un premier exemple qui ensuite a donné lieu à un livre universitaire qui a lui-même été financé par la Fondation Ford et qui ensuite a été réutilisé dans les juridictions internationales. Donc, on retrouve des traces de ce rapport influencé, très clairement, donc à la Cour européenne des droits de l'homme et également à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc ça, c'est un premier exemple très rapide. Ensuite, un deuxième exemple, je vais vous parler de la rapporteure spéciale sur l'esclavage, Urmila Boula, qui était rapporteure spéciale entre 2014 et 2020. Alors en 2017, sur son site internet, la fondation Open Society a déclaré avoir donné 100 000 $ à un centre universitaire qui s'appelle le Center for Women Global Leadership pour influencer le travail du rapporteur spécial et rédiger un document d'orientation. C'est marqué comme ça? C'est marqué « influencer ». On peut aller voir sur le site internet. Effectivement, le Center for Women Global Leadership, un centre de militantisme féministe attaché à cette université, a bien publié un document d'orientation qui a été remis au rapporteur spécial, qui a rédigé un rapport cette même année sur la même thématique, sur la servitude des femmes et des filles migrantes dans le monde. Grégoire, vous voulez réagir? Oui, non, c'est effectivement un phénomène qu'on observe pour certains rapports, où là, on peut voir de façon explicite un financement comme celui-ci de l'Open Society dans le but d'influencer un rapporteur spécial. S'agissant de ce centre-là, Center for Women Global Leadership, il est aussi intéressant d'observer un exemple d'une autre pratique, qui est le recrutement d'experts par des instances. Ce centre, c'est un centre dont l'objectif est d'influencer la politique internationale en matière des droits des femmes. Eh bien, en 2017, il a recruté comme responsable du lobbying une femme qui venait d'être élue comme expert des Nations Unies au sein du comité sur la discrimination des femmes. Ça veut dire que cette personne, Madame Upreti, qui est directrice maintenant de ce centre de lobbying des Nations Unies, elle est elle-même experte des Nations Unies, et donc c'est-à-dire que son travail consiste à influencer elle-même, et puis surtout ses collègues. Elle le fait vraiment en même temps. Des Nations Unies, oui, en même temps. Et voilà, et ce centre est lui-même financé par les mêmes fondations dont on a parlé. Ah oui, donc en fait, c'est un micmac. Et ce que Louis-Marie Bonneau n'a pas dit, c'est que les 100 000 $ donnés par l'Open Society en 2017, eh bien, ont été en fait donnés par une branche de l'Open Society qui est présidée par une personne qui elle-même est devenue, la même année, rapporteur spécial des Nations Unies. Vous voyez, donc en fait, tout cela, c'est un brassage malsain. Il faut clairement le mettre à jour. Je voulais juste vous demander également, quelles sont les plus grosses fondations qui donnent aux experts de l'ONU? Écoutez, la plus grosse fondation donatrice, c'est la fondation Ford, qui donne à 9 experts un peu plus de 2 millions de $. Ensuite, vous avez la fondation Open Society avec un peu plus d'1,5 million. Sur 5 ans Sur 5 ans, entre 2015 et 2019, les chiffres que nous avons étudiés. Et puis malheureusement, je ne peux pas vous donner le troisième plus gros donateur parce que c'est un ensemble de donateurs anonymes pour à peu plus de 900 000 $. Alors il faut préciser que ces chiffres se reposent uniquement, principalement sur les chiffres déclarés par les experts eux-mêmes. Un certain nombre d'experts n'ont pas déclaré leurs ressources. Donc c'est un minimum. Voilà. On constate effectivement, en étudiant les sites internet des fondations qui déclarent les fonds qu'ils donnent, que les deux fondations ont donné chacune respectivement un peu plus d'1 million de $ à des universités pour financer le travail des experts, mais c'est à minima. Alors il nous reste 2 minutes, je voulais vous poser une question, Grégoire, sur le terme de capture. Vous parlez dans le rapport de capture des experts. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ça? Est-ce que selon vous, donc vraiment, c'est à prendre au propre, les experts sont capturés par les fondations internationales? Alors en fait, la capture ou la privatisation, c'est une notion qui est utilisée en sciences sociales
pour décrire le phénomène par lequel un acteur privé, du fait de son financement, exerce une influence importante, voire déterminante, sur une institution. Donc au départ, ça s'appliquait dans le domaine des institutions commerciales, économiques ou financières, et puis c'est par extension, cela a été appliqué plus récemment dans le domaine des droits de l'homme. Donc oui, là, on a cette notion est utile pour décrire un phénomène d'emprise de quelques fondations, de quelques acteurs financiers majeurs, quand même, qui versent quand même des milliards de dollars au fil des ans sur les droits de l'homme, sur les institutions des droits de l'homme. Donc un phénomène d'emprise majeure à tous les niveaux. Au niveau du financement global des institutions, parce que vous savez bien par exemple que l'OMS, son deuxième financeur, eh bien, c'est une institution privée, c'est la fondation Gates. Mais aussi le Haut Commissariat aux droits de l'homme est financé largement par exemple par Microsoft, ou même par des fondations Ford ou Open Society. Ensuite, financement des experts eux-mêmes. Ensuite, des experts, une proportion importante des experts des droits de l'homme, enfin du Conseil des droits de l'homme, sont eux-mêmes issus de ces mêmes fondations. Donc quand à tous les niveaux, vous avez une présence massive de 2-3 acteurs, eh bien, on peut commencer à utiliser ce terme pour décrire ce phénomène d'emprise de ces acteurs financiers qui, depuis une vingtaine d'années, on peut dire, ont non seulement soutenu largement financièrement le domaine, mais par ce soutien, ont aussi développé une forme de trust sur le système. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour cet éclairage. On en reparlera pour sûr, puisqu'il va y avoir une session en septembre au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et le CLJ ne manquera pas de présenter ce rapport, donc on vous tiendra au courant des suites et des réactions qu'il suscitera. Très bonne soirée sur RCF Alsace.